Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Born to Hustle, le podcast des mamans entrepreneurs, mamans ambitieuses. Ce sont des femmes qui construisent, qui assument, qui choisissent et qui avancent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme qui ne fait pas semblant, une femme de profondeur, de lumière et surtout de décision. Elle accompagne des dirigeantes à retrouver leur puissance, mais avant tout, il est clair qu'elle se reconstruit et qu'elle reconstruit la sienne. C'est la fondatrice de The Focus, qui n'est pas seulement un programme, c'est clairement une posture, clairement un mouvement, une vision, une transformation profonde pour les femmes qui portent énormément. Donc, je suis très heureuse de l'avoir avec nous. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Coucou Vanessa, je vais super bien et toi? Écoute, super, je te remercie. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je pense que ce podcast va éclairer tellement de mamans entrepreneurs et j'avais juste hâte. Ah, écoute, en tout cas, merci pour l'invitation, Vanessa, c'est super. Vraiment, j'avais trop hâte aussi, du coup, donc... Super, je te remercie. Écoute, comme je le fais d'habitude, on va commencer par cette question qui peut paraître banale pour tout le monde, mais alors que pas du tout. Est-ce que tu pourrais te présenter, Linda? Ah, la question qui tue. Comment se présenter, quoi? J'ai 39 ans et comment expliquer qui on est à 39 ans? J'aime bien dire que je suis une femme qui sait qui elle est. C'est mon plus grand pouvoir. Je suis une maman complètement gaga de ces 4 trésors et même s'ils me rendent complètement tarée, mais bon, je pense qu'on on se comprend. Je suis une femme, je suis une passionnée par tout ce que je fais. Je me donne à fond dans tout ce que je fais. Même les choses mauvaises, même si j'encourage pas les gens à faire des choses mauvaises, moi non plus. J'évite de réveiller mon côté mauvais, mais bon voilà, je fais tout à fond et c'est ce qui me définit. Je sais pas faire les choses à moitié. Et puis je suis une amoureuse de l'amour aussi. J'aime bien aussi dire ça. J'aime bien cette expression. J'ai gardé mon âme un peu d'enfant, tu vois. Je suis la petite. J'aime bien garder ce côté un peu peut-être pas naïveté non plus, mais je pense que c'est innocence ou bisounours, je sais pas trop comment le dire, mais voilà, je suis une femme pleine, entière, et voilà, je sais pas faire mieux. Moi, je le confirme, puisqu'on a eu quand même l'occasion d'échanger toutes les deux au préalable, et je le confirme pleinement, et c'est ce qui m'a justement attirée pour pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. Donc, encore une fois, merci. Et ouais, je le sais, et les gens vont le découvrir au fur et à mesure, mais on y arrive. Linda, alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle femme as-tu dû devenir, en fait, finalement, pour être celle que l'on voit un petit peu aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux? Comme je te dis, un peu tarée, les gens me rendent tarée. Mais je dis, quand on arrive à gérer comment dire ça, tout ce qu'on vit au quotidien avec les enfants, les dramas, les joies, ça contribue à tout ça, en fait, et au final. Donc, une femme entière qui est une amoureuse de l'amour dans tous les aspects du mot et qui est simplement qui sait qui elle est. Et c'est ce qui me fait, moi, me dire que voilà, je sais quelle femme... À 21 ans, je savais quelle femme je ne voulais pas être. Je savais quelle mère je ne voulais pas devenir. Et je savais quelle professionnelle je ne voulais pas devenir. En tout cas, j'ai commencé ça à 21 ans. Pourquoi 21 ans? Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais c'est vraiment vers mes 24-25 ans que j'ai pu mettre des mots et les premières bases de quelle femme, quelle mère, quel pro je voulais devenir avant même de rencontrer, au fait, le père de mes enfants. Donc c'est ça qui est complètement surréaliste, tu vois. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à travailler, en guillemets, mon intérieur, même si à l'époque, évidemment, j'avais pas les mêmes mots qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec plus d'expérience et de découverte, parce que j'adore comme me former et puis lire pas mal de choses, écouter des podcasts d'ailleurs. Et donc, je peux mettre des mots bien précis sur ça. Donc, la femme que je suis devenue aujourd'hui a été construite par tout ce qu'elle a vécu de bien et de moins bien. J'aime pas trop faire le côté où on dit elle a souffert, j'ai souffert, c'est parce que ce sont mes souffrances qui ont fait que je suis devenue la femme que je suis. Oui, évidemment, ça joue beaucoup. Mais ma foi, j'aime bien me dire que mais parce que j'ai aussi ce côté on en revient encore à bisounours mais parce que j'ai aussi un cercle familial très puissant, très proche, un cercle amical. Enfin, moi, mes amis, c'est même des sœurs, j'ai très très peu d'amis, 5 c'est trop, tu vois. On sait bien, avec l'âge, les amitiés, on les réduit. Non mais c'est clair, mais en fait ce qui est dingue, c'est que moi j'ai des amis, enfin c'est une des sœurs, depuis que j'ai 15 ans.
Ouais, ben c'est ça. Tu vois, donc j'ai 39 ans aujourd'hui, donc et c'est quand je dis amis, c'est pas on se connaît à 15 ans et puis on se perd de vue pendant 3 ans, pendant 5 ans et puis on se retrouve. C'est qu'il y en a une en particulier, je suis sûre qu'elle va nous écouter, coucou. Je ne pense pas qu'on ait passé ne serait-ce qu'une semaine sans savoir au téléphone, quoi, tu vois. Depuis qu'on a 15 ans. Donc toutes ces personnes qui sont dans ma vie et que j'ai la bénédiction aussi de partager leur vie, c'est ça en fait qui construit, qui a fortifié la femme que je suis aujourd'hui, entière, heureuse, extrêmement riche, pas financièrement seulement, mais je veux dire, j'ai des choses dans la vie que l'argent n'achète pas, et c'est ça pour moi en fait mon plus grand, mes plus grands trésors, quoi. Puis évidemment la maman que je suis, comme je te dis, un peu tarée, les enfants me rendent tarée, mais je dis quand on arrive à gérer comment dire ça, tout ce qu'on vit au quotidien avec les enfants, les dramas, les joies, ça contribue à tout ça en fait, et au final. Donc une femme entière qui est une amoureuse de l'amour dans tous les aspects du mot, et qui est simplement qui sait qui elle est. Voilà. Ça c'est vraiment ce que je crois que c'est mon plus grand pouvoir. J'arrête pas de le dire, je sais. Bah écoute, franchement, pour un pouvoir, on va pas s'en plaindre. Je crois qu'il est déjà très bien fait. Mais attends, c'est quand même fou. Je veux dire, tu dis que le déclic finalement, tu l'as eu un petit peu tu l'as eu à 21 ans. Donc en gros, c'est à 21 ans que tu t'es dit, ben je vais me créer ma place. J'ai pas à attendre, je vais me positionner. Mais je trouve ça quand même assez. À 21 ans, bon, c'est vrai que les femmes sont quand même plus matures que les hommes, ça, on le sait. Voilà. Les femmes sont plus matures que les hommes, donc grandissent très vite. Mais 21 ans, je trouve que c'est quand même. C'est quand même tôt pour savoir un petit peu comment on va réussir à se positionner dans la vie, où est ma place, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Tout ça quand même fou, quoi, finalement. Mais d'où vient un petit peu cette ambition? Parce que quand je t'entends, t'es puissante, t'as de l'énergie, t'es joyeuse, waouh! Mais en fait, tu vois, je veux dire, bon, tu dis que t'es taré. Je crois qu'à un moment donné, toutes les mamans ont un côté taré quelque part. On n'aime pas toujours le montrer à nos enfants parce qu'on se dit, c'est un compliment, taré pour moi. Ah non, mais moi, je l'accepte. Moi, je l'accepte, ce côté taré. Crois-moi que dans ma famille, on est 4 petits frères, le dernier, on est 3 frangines. Si on n'était pas taré, je crois qu'aujourd'hui, non, ça marcherait pas. Je crois que c'est notre ligne de code, être taré. Donc, c'est clair. Mais attends, mais parce qu'on sent énormément, dans la manière dont tu parles, comment tu avances les choses, il y a, tu sais, il y a beaucoup de puissance, il y a aussi beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'humour, et il y a finalement beaucoup de sérieux derrière. Donc, je sens qu'elle vient d'où cette ambition-là, très clairement? En fait, je sais pas. Alors, ce serait trop facile de dire, je sais déjà qui je suis depuis que j'ai 21 ans. Oui, en fait. Aujourd'hui, je sais mettre des mots dessus. Enfin, depuis que j'ai 28 ans, je sais mettre des mots dessus. Mais en fait, à 21 ans, je me rappellerai toujours de cette période-là. Ça a été les prémices de cette espèce de trauma. En fait, je pense que les femmes moi, je suis du Congo-Brazza, comme ça. Donc, les guerres civiles qu'il y a eu en 97 et en 98, moi, j'ai survécu à ces 2 guerres. Et je pense qu'à l'époque, mon cerveau d'enfant, parce que j'ai 11 ans et 12 ans, mon cerveau d'enfant a fait une espèce de blackout, tu vois, une espèce de protection, et a vécu ces périodes-là, parce que ma sœur dit que c'était pas la forêt, mais moi dans ma tête, l'enfant que j'étais persuadée qu'on vivait en forêt, mais c'était une grande maison dans l'arrière du pays qui était dans les sous-bois. Je peux brosser un peu le tableau. Moi, je sors d'une famille de classe moyenne haute. On a vécu dans une villa toute mon enfance. J'ai vécu dans les quartiers plutôt sympa de Brazza, point A, point B en voiture, je sortais pas beaucoup. On a toujours vécu dans une maison avec de l'eau, de l'électricité, quand ça ne coupait pas, évidemment, mais on rentre dans la maison et tu te retrouves catapulté carrément dans un autre univers où la maison se trouve dans un sous-bois. La prochaine maison est, je sais pas, peut-être 200 mètres plus loin. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. C'est la bougie, vous allez puiser l'eau au puits, tu entends des balles des obus tous les jours, et on passe à peu près un peu moins de 8 mois, à peu près 8 mois, je crois, de mémoire pour la première guerre. Et moi, mon cerveau d'enfant, je savais que c'était une zone dangereuse, que ce qu'on vivait était grave, mais je ne savais pas mettre des mots dessus.
Donc j'ai vécu ça comme une espèce de période un peu ludique. Tu sais que toi tu n'as pas l'habitude de sortir, parce que t'as été chuchoté, une petite prison dorée, tu vois. Et là tu te retrouves limite en forêt. Vraiment, je garde l'image de la forêt où balade-toi, fais ce que tu veux, quoi. Mais moi c'était Fukushima dans le bon sens du terme. Donc je sortais, je faisais pas mal de choses au grand désespoir de ma mère. Donc j'allais cueillir des mangues, je grimpais aux arbres. C'était la liberté pour moi. J'ai vécu ça comme une espèce de moment de liberté, mais vraiment. Et quand je reviens, après bon, je fais un grand bond en avant. On arrive en France, j'ai 14 ans. Mes parents sont ici. Enfin, mon père était ici. Je suis avec ma soeur, mon frère et ma mère. Quand on arrive, ma mère nous rejoint 2 mois plus tard. Pareil, encore une fois, j'ai pas attendu d'être en France pour avoir le niveau de vie que nous avions. Déjà, c'est asile. Donc, rebelote dans les quartiers un peu bobos, on mis la famille noire de tout le quartier. Donc, au collège, on est peut-être 4-5 noirs. Ah ouais, ça, on connaît. Tu vois, c'est la seule fille noire de ma classe. Et donc, à 21 ans, quand j'arrive à Paris, et que j'y vis, je suis à l'école de commerce, j'ai fini l'école de commerce, l'INSEC, et à l'époque c'était l'INSEC, aujourd'hui c'est Omnes, je crois, bon bref, petite pub, désolé. Donc du coup, je vis une vie parisienne, c'est un peu insipide, tu sais, c'est ok, métro Blododo, soirée VIP, parce qu'à l'époque, je sais pas si t'as connu le mouvement un peu African Money, c'était l'époque où vraiment c'était la fiesta, je voyageais beaucoup, j'étais tout le temps à Londres, enfin, tu vois, je menais une vie, mais vraiment, qui n'avait pour moi pas d'impact réel, quoi. Et je me dis, mais donc toi, t'as survécu à 2 guerres civiles pour vivre une vie où métro boulot dodo, fiesta, le vendredi, les beaux quartiers, Paris by night, les Champs-Élysées. En fait, non, en fait. Donc, c'est à 21 ans que je commence cette grosse question existentielle en mode, mais en fait, pas possible, Linda, que ta vie qui a été épargnée, Dieu merci, on n'a pas été violé, on n'a pas eu de balles perdues, on n'a pas eu de trucs de trauma physique, j'ai envie de dire. On a perdu la maison qui a été pliée, brûlée, bref, complètement, ravagé, quoi. Il y avait un obus qui est même venu tomber dessus. Bon, bref, je fais aucune photo de moi bébé. Donc, je crois que à ce moment-là, mon cerveau débloque ce qu'il avait peut-être bloqué comme atrocité que j'avais vu. Moi, j'ai vu des corps, voilà. Et c'est à 21 ans, je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu un élément particulier, parce que moi, mes parents, on a toujours parlé de tout ça. Mes parents, surtout ma maman, elle a un aspect un peu psychologue. Donc, on a toujours mis des mots sur tout ce qu'on ressentait. Et ça, c'est pas qu'en France, c'était plus le Congo, c'est toujours comme ça, tu vois. Et vers 21 ans, je me dis, mais attends, mais il y a un truc, quoi, Linda, tu peux pas... Non, on fait quelque chose. Donc là, je me lance dans Melting Pot Development, où c'est une association à but non lucratif qui aide les enfants de la rue, les orphelins, essentiellement. Et je me lance à fond dans ça parce que je veux donner du sens à cette seconde chance, justement. Exactement. Tu vois, la vie que... deux secondes chances quand on y pense bien. Et c'est à ce moment-là que je commence à me questionner sur quel genre de vie je veux mener. Et comme ce sont des questions très larges, j'ai commencé par ce que je ne voulais pas mener comme vie, par ce que je devais changer dans la vie que je menais, que je voulais améliorer. Et puis j'ai commencé à me projeter dans quel genre de boulot tu veux avoir, quel genre de mari tu veux avoir, quel genre d'enfant, quel genre de maman tu veux devenir. Ça a commencé là, les petites prémices. Et c'est vraiment à 24 ans que j'ai su que ça je veux pas. Maintenant, on va chercher ce que je veux devenir. Parce que c'est une chose de savoir ce que tu ne veux pas, c'est une autre de savoir ce que tu veux, et c'est encore une autre de devenir ça, parce que ça s'arrête jamais. Ah, c'est clair, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Du coup, je crois que j'ai perdu le fil du truc tellement je m'embarque encore moi dans des délires. Non, mais écoute, franchement, non, là, tu t'embarques pas du tout. Tu t'exprimes et c'est ce qu'on veut, c'est ce que j'apprécie énormément, le fait que tu sois ouverte comme ça et transparente. Et là, juste le prémisse de ton histoire, moi, ça me fout clairement des frissons parce que, tu vois, je revis un petit peu tous ces éléments-là avec toi. Ben moi aussi, comme tu le dis, on est du Congo-Brazza toutes les deux, sauf que toi, tu l'as vécu entre guillemets de plein fouet à Brazzaville. Moi, j'étais à Pointe-Noire et je le sentais encore différemment. Mais je peux te dire qu'il y a quand même des mini-traumatismes qu'on a, même si on a été à Pointe-Noire et que on va dire que la terre n'a pas tremblé de la même manière. Mais je trouve ça toujours tellement crève-cœur, quoi. De se dire que, ton enfance, elle a été,
tu te manges ça dans ton enfance et que ça fait partie du parcours de vie. Et maintenant, il y en a qui en sont restés malheureusement traumatisés, ce que je peux clairement comprendre et concevoir. Et il y en a qui en ont fait aussi, entre guillemets, une force, quoi, pour s'élever et se dire, voilà, j'ai vécu ça et comme tu le fais aujourd'hui, j'ai vécu ça et je peux pas me permettre de juste, voilà, rester dans un coin et me dire, je vais subir la vie. Mais non, toi, tu l'as pris entre les mains et tu t'es dit, les go. Tu sais, Vanessa, on était dans l'épicentre même de tout ça. En fait. On était à Bakongo. C'est là où tout commençait. Donc moi, enfin. Mais en fait, je suis peut-être une petite montagne, mais je le sais. En fait, je sais même pas. Moi, pour moi, c'est comme une espèce de révélation. Dans ma tête, je me vois comme une espèce. C'est fou ce que je veux dire, mais comme une espèce d'élu. Bah, tout le monde, on est en France, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est là? Ouais, je m'en fous. Vous prenez-le comme vous voulez. Moi, je dis élu. Moi, j'ai une foi, et la foi, ça ne s'explique pas. J'ai même pas envie d'expliquer, quoi. Je trouve que ça perd toute sa force, justement, de vouloir expliquer la foi. Mais je me dis, t'as survécu à ça. Vous êtes nombreuses à avoir survécu à ça. Toutes les femmes qui ont survécu à des traumas, et je pense qu'on en a un peu toutes. Oui, on peut s'en plaindre. Bien sûr, on pleurait. Moi, ça m'arrive encore. J'ai encore des traumas. Moi, les feux d'artifice, les pétards, ça me lance des espèces de tachycardie ou de panique parce que je revis ça, parce que c'est peut-être la mémoire de ma tête ou de mon corps, et peu importe. Mais j'ai une foi qui me dit, au fait, toi, tu ne vas sortir de là avec aucun trauma physique, et ça, tu vas en faire quelque chose. Exactement. C'est comme une espèce d'appel, quoi. Si je ne le fais pas, c'est un péché. Non, mais c'est clair, en fait. Je veux dire, tu te sens forcément porté par ça. Tu te laisses pas abattre, en fait. C'est ce que je te dis. Tu as vraiment pris toute cette partie trauma pour la transformer en force et en puissance. Et je trouve ça juste incroyable, admirable. Et je le souhaite en tout cas à ces femmes qui ont vécu non seulement des guerres ou d'autres traumas, que ce soit des violences, aujourd'hui on le sait, que ce soit des violences conjugales, que ce soit des traumas physiques, ou vraiment tous ces traumas qui ont fait que puissent éventuellement être ralentis, perturbés, blessés ou traumatisés dans leur vie. Je veux et je leur souhaite vraiment de pouvoir puiser de la force dedans. Ça peut prendre du temps, peu importe le temps que ça va prendre, mais qu'elles puissent vraiment puiser leur force et leur puissance dedans pour se relever. Et non, pour réussir à se reconstruire, certes, mais pour aussi réussir à reconstruire celles qui, elles n'arrivent pas à sortir de ce trou, en fait, finalement. C'est énorme, je trouve ça incroyable de pouvoir, comme tu le fais aujourd'hui, tirer ta puissance de ça, finalement. Je ne suis pas seule. Je ne le serai jamais. Bon, oui, après, il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de souci, mais au quotidien, je ne suis pas seule. Et donc, savoir demander de l'aide, c'est la plus grande force. Et pendant longtemps, j'ai cru que demander de l'aide, c'était une forme de faiblesse, d'aveu de je ne suis pas capable de. Non, moi je le dis, je peux pas faire tout ce que je fais là toute seule, ça n'a pas de sens. J'ai pas le syndrome de la self-made woman, ça n'a pas de sens, j'y crois même pas en fait. Perso. Parce que j'ai un environnement puissant, un socle familial, je l'ai dit, amical, extrêmement puissant. Ce sont mes piliers. Et c'est cette force-là, quand je suis debout en train de faire quelque chose, en fait, je ne suis pas seule. C'est clair. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de dire aux femmes. Ne soyez pas seules. Construisez, si vous n'avez pas, cet environnement-là qui va vous permettre d'aller puiser en vous la force. Bon terme, mais la capacité, parce que je pense qu'on a tout ça en nous, la capacité de pouvoir se lever et d'aller avec ces traumas. Moi, je ne crois pas foncièrement au fait de pouvoir régler ces traumas. Non. Moi, par contre, je crois fortement qu'on peut vivre avec ces traumas sans les laisser décider de notre vie. Ça, c'était mon mantra aussi, quoi. On a toutes nos histoires difficiles. Parce qu'après, sinon, on tombe dans parce que j'ai souffert, donc je me permets d'être violent, d'insulter les gens ou de bouger la vie. Non, trop facile. On a tous nos problèmes. On a tous eu notre part de moments hyper difficiles. Maintenant, comment je fais pour vivre avec? Comment je fais pour ne pas en devenir, en guillemets, la victime et faire malgré tout, régler ceux qui peuvent être réglés, les traumas, ceux qui ne peuvent pas, marcher avec et se dire, ouais, ok, on marche côte à côte, tu fais partie de moi, c'est mon histoire, je n'en fais pas non plus un porte-étendard, mais ça fait partie de qui je suis. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et j'allais te demander, clairement, même si j'ai un petit peu compris, j'allais te demander qu'est-ce qui t'anime un peu dans tout ça. C'est quoi? C'est la discipline, la douleur, la foi, la rage de prouver. Mais finalement, j'ai l'impression que, comme tu as répondu, c'est vraiment toute cette safe place que tu as aussi construit autour de toi. Donc, que ce soit la famille, les amis, tous ceux qui te portent.
qui te permet très clairement déjà de tenir le coup, de tenir debout et de te porter au quotidien, quoi. Donc, ouais, c'est la foi. Ça. C'est la foi, parce que c'est la foi. Je trouvais ça beau, le fait de ne pas devoir expliquer ce que c'est que la foi. On l'a et puis c'est tout. C'est tout. Et c'est ça, en fait, qui me drive, quoi. La foi de savoir que si j'ai besoin de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, c'est pas la question, je ne me pose pas de savoir si je vais y arriver ou pas. C'est ça. Je sais que je vais y arriver. Maintenant, c'est le con. J'y arrive con. C'est ça la grande, l'humilité de se dire on ne gère pas tout, on ne maîtrise pas tout. La vie m'a suffisamment appris qu'on ne gère absolument pas tout, on ne contrôle pas grand chose. Mais la foi dans le fait que je sais que je vais à mon niveau contribuer de quelque manière que ce soit à faire que le monde, je sais pas si c'est le bon terme, mais au moins mon monde, comme j'aime bien le dire, mon univers soit meilleur, quoi. Je voudrais contribuer à ça. C'est clair. Et c'est une foi que j'ai, donc voilà. Depuis tout à l'heure, tu vois, tu me parles, je suis juste en train d'acquiescer. Moi, je suis juste en train d'acquiescer parce que je suis pleinement d'accord. Moi, mon but n'est pas d'être juste d'accord et aller dans le sens des mamans en disant oui, tout à fait, t'as raison, c'est pas ça. Mais en fait, quand tu le ressens et tu le comprends, enfin, ouais, j'étais juste en train d'acquiescer et franchement, waouh, on est d'accord. On n'a pas besoin d'expliquer la foi. Ça se vit, ça se ressent. Certaines personnes, comme toi, tu le dis, et comme moi, là, je le ressens pleinement parce que moi aussi, j'ai cette foi qui m'anime, que ce soit une foi spirituelle ou aussi une foi de pleinement confiance en soi, même si parfois elle est un peu ébranlée par le quotidien, mais on sait d'où on vient et on sait où on veut aller. Et on sait surtout ce qui nous anime pour le faire. Donc, je te comprends pleinement. Et au début, je t'ai présenté comme la dirigeante de The Focus. On va y arriver. Et j'aimerais vraiment te faire comprendre. Bon, moi, je me suis renseignée, bien sûr, avant d'échanger avec les mamans. J'essaie de faire ma petite enquête, voir un petit peu ce qui va nous relier très clairement, parce que le but n'est pas juste de venir faire le podcast et puis dire merci beaucoup, au revoir. Voilà. Mais savoir un petit peu ce qui va nous relier, ce qui va faire que par la suite on pourra créer de belles choses et j'espère de grandes choses. Et moi, ce qui m'a interpellée, en plus d'autres choses que tu fais, c'est vraiment cet aspect de The Focus qui pour moi n'est pas juste un programme, comme je le disais. C'est vraiment un mouvement, un plein mouvement qui te permet, je pense, de changer un petit peu de posture, d'aider les femmes que tu accompagnes, parce que The Focus, c'est dirigé pleinement sur les femmes, à totalement faire un 360 degrés et revenir se repositionner d'une manière dans laquelle tu vas les aider pour voir plus clair. Et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses peut-être nous décrire qu'est-ce que c'est The Focus. J'allais dire en une phrase, mais je crois que c'est pas possible. Ah, vraiment? Ah, je prends. Qu'est-ce que The Focus pour toi? Finalement, The Focus en une phrase, qu'est-ce que c'est pour toi? Explique. Alors, The Focus, c'est le média qui valorise la femme dans son rôle de maman et professionnelle. À la base, de The Focus découle du coup plusieurs plateformes. Donc la partie média, on a une radio web, un magazine digital qui est un trimestriel d'ailleurs. Le 23e numéro sort fin de semaine prochaine au plus tard. Et on a vraiment tout un tas de plateformes autour de l'univers de la femme, de la mère et de la peau. On l'a lancé il y a plus de 6 ans avec Perle, ma grande sœur, qui est inspecteur des finances publiques en détachement à Maison Lafitte, et Joël Dagosseri, pour ceux qui regardent un peu les GG, les grandes gueules sur RMC, doivent aussi connaître, les tarés, comme on les aime, bon bref. Donc pendant plus de 3 ans, on a travaillé toutes les trois avec Joël, et puis Joël a décidé de continuer de poursuivre sa route. Et nous, donc avec Perle, on continue donc de pouvoir on continue à offrir une partie de notre expérience, et puis surtout, c'est né au fait de la volonté simple de, comme tu le fais là, tu sais, de pouvoir donner la parole à des femmes qui viennent parler d'un sujet précis, non pas pour seulement se plaindre de ce qu'elles ont vécu, mais surtout pour parler des solutions qu'elles ont mises en place pour régler la thématique dont elles évoquent et pour laquelle elles sont invitées. Donc la radio, franchement, on l'a lancé direct un jour après, il y avait le premier confinement, donc autant se dire on avait prévu des liens physiques d'un papier être fait, donc on a tout de suite basculé sur le digital. Et j'étais à la radio en direct tous les dimanches pendant presque 1 an et demi, quoi. C'était complètement
fou dans un format digital. Non mais j'ai appris du coup à animer une émission de radio, à créer la radio parce que moi j'ai une forte expertise digitale, donc toutes les plateformes que vous voyez de Focus, c'est moi qui les ai faites. Et avec la créativité de Perle et de Joël, on a fait pas mal de choses. Le magazine, on a une plateforme qui s'appelle Secret de Femme, à l'intérieur de laquelle on partage du coup ce que moi j'ai fait, ce que Perle a fait, pour pouvoir savoir qui elle est en tant que femme. Donc c'est une plateforme qui invite les femmes, en fonction de la thématique, à se poser en guillemets les bonnes questions, parce que nous les femmes, ça gamberge beaucoup. Parfois on gamberge pas trop bon sens, à mon avis. On se pose plein de questions, mais pas toujours les bonnes. Enfin, les bonnes. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions ou mauvaises réponses, mais l'idée, en fait, c'est de partager le profil, le parcours, ce parcours on est passé pour pouvoir être la femme que nous sommes et pour aider les femmes aussi à trouver leurs propres réponses. Donc, surtout les femmes, je t'en parle parce que c'est une des plateformes les plus publicitées. Les femmes adorent beaucoup sur le téléphone. Il y a plus de 300 thématiques. Chaque thématique finit dans une dizaine de questions. Donc autant te dire, et on parle de tout sans tabou. C'est sexe, papa, si tu écoutes, c'est la partie où tu arrêtes. Tu bouffes les oreilles. Argent, mais absolument tout. Et puis, on a fait aussi une émission Secret de Femmes, où les femmes se prêtent au jeu de répondre aux thématiques, enfin aux questions de la thématique qu'elles choisissent. Donc là, c'est filmé en plateau. On a aussi fait une émission qui s'appelle Focus Sur avec la web TV de The Focus, où pareil, on a fait, je sais pas moi, une trentaine, je sais pas moi, un peu moins d'émissions en plateau. Donc ça, c'est vraiment la partie média, femmes et mères. Dans la partie pro, ce sont les solutions de Focus qui aujourd'hui constituent le cœur de mon activité professionnelle parce que je me suis remise à mon compte à 100%. Et donc j'accompagne les dirigeantes B2B qui font entre 100 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires à structurer l'ensemble de leurs actions commerciales et marketing. C'est ce qui me parle également parce que là je suis dans une phase de ma vie où la pro est très 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 présente et puis surtout parlons cash et parlons argent justement, l'impact que tu veux avoir. Je suis consciente qu'aujourd'hui t'as pas l'argent qu'il faut, t'as pas l'impact que tu veux avoir. Malheureusement, c'est ça. Exactement, je me focalise à fond depuis plus de 3 ans là maintenant sur les solutions de Focus et avec donc j'ai mis en place une série, une suite de 10 solutions qui aident d'un bout à l'autre les dirigeantes à pouvoir structurer leurs actions commerciales d'un bout à l'autre de peu importe la maturité business qu'elles ont. Maintenant, en one-to-one, c'est que les femmes, comme je t'ai dit, qui font entre 100 000 et 500 000 parce que ça a un coût. Et donc voilà, d'où ce qui est The Focus, grosso modo, c'est un espace où les mamans, les femmes, les professionnels ne vont pas devoir choisir entre les 3 casquettes qu'elles ont, mais vont être seules, quoi. Moi, en plein accompagnement, on gère beaucoup mère. Par contre, soit arrêté par un appel de la crèche de l'école parce que l'enfant est malade. Je comprends, ça, c'est clair. C'est le quotidien. Exactement. Et ça nous empêche pas de baisser de parler stratégie, business, pendant qu'on est en train de gérer notre enfant malade ou en train de faire le bruit le l'après-midi. On doit parler gros chiffres. Pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Donc j'ai pas, ça fait 9 ans et demi que je fais ça. Donc pour moi, c'est mon quotidien, c'est ma réalité, quoi. Incroyable. Et je veux dire pour ces femmes ces dirigeantes que tu accompagnes, quel a été finalement peut-être le vrai problème que tu as vu chez ces femmes et qui t'a justement permis de créer là The Focus en fait? Pour les dirigeantes, après il y a plusieurs problématiques, mais la problématique majeure, qu'on soit femme ou pas, quand on est à son compte, c'est de faire du cash, quoi, c'est de faire l'argent. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, oui, il faut faire de l'argent, mais non, ce qui me marque le plus et qui me drive au quotidien, c'est que je vois la dispersion dans leurs actions. Il y a un flou, il y a une dispersion, elles font beaucoup de choses en même temps, qui se chevauchent les unes après les autres. Elles dépensent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour emmagasiner le maximum. Elles disent, je fais beaucoup, donc ça va forcément rapporter. Non, en fait. Il faut juste de la cohérence, il faut de la structuration. Parfois, 2 ou 3 actions hyper précises te ramèneront beaucoup plus de cash et te feront dépenser beaucoup moins d'argent et surtout beaucoup moins d'énergie. Et quand je parle d'énergie mentale, comme la charge mentale oblige, je parle même d'énergie physique, quoi. Et
ce que je vois et qui me fait mal à la tête et qui me fait mal au cœur, surtout pour la commercialisation que je suis, c'est qu'elles veulent parler à tout le monde, quoi. C'est ça. Quand elles ont un produit ou un service, elles veulent vendre à tout le monde. Non, mesdames, non, en fait. Je voudrais savoir exactement ce que vous résolvez comme problème avec votre produit, votre solution, et savoir quelles sont les personnes ou les entreprises qui ont le plus besoin de votre solution. C'est Et ça. vous vous concentrez uniquement sur ce type d'entreprise. Après, on dit, ah oui, mais Linda, ça veut dire que je me ferme les portes, les autres, je ne vais pas et je vais pas leur vendre à eux. Je dis, bah non. Cible. C'est ça. Il faut que tu sois tellement dans un focus, je focus justement, dans un focus tellement clair, tellement précis, t'as une précision limite chirurgicale, tu ne parles qu'à cette personne-là, ce type de personne-là, et une fois que tu as fini de faire le tour de ces problématiques, tu seras tellement reconnu, identifié comme étant l'experte dans ce type de problématiques-là qui sont résolues par toi, que tu pourras ensuite grandir avec ton cœur de cible et aller toucher d'autres cibles. Et fais ça que tu lances un projet, un produit, j'en sais rien, fais ça au moins pendant 3 à 6 mois. La prospection, au minimum. Mais là, elles vont enchaîner 5, 6, 10 actions pendant 2-3 semaines. Elles vont se dire ça marche pas. Elles vont changer de fusil d'épaule. Elles vont recommencer. En fait, non. En fait, il faut de la constance, il faut de la précision, il faut de la cohérence. Et ça, il faut faire ce travail. C'est ce que j'adore faire. Ouais. Et c'est ce que les solutions de focus leur permettent de faire pas à pas, très simplement. Et quand elles le font, elles me disent, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, quoi. Je dis, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, comme on dit, faut pas se leurrer. On n'est pas dans un monde, oui, on aime bien un petit peu, avoir un petit peu cette innocence, naïveté, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut faire du cash. Il faut, voilà, le cash aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est ce qui permet vraiment d'avancer. Et comme tu dis, en fait, finalement, peut-être le premier symptôme que tu observais auprès des dirigeantes que aujourd'hui tu accompagnes, c'est évidemment, c'est cette dispersion, cet effet de dispersion, le fait qu'elles sont, partout, entre guillemets, finalement, nulle part à la fois. Et, le fait qu'il faut absolument qu'elles puissent, réussir à se concentrer sur une seule niche pour pouvoir pleinement y travailler et pouvoir, comme tu dis, demain, être reconnue comme experte dans tel ou tel domaine, en fait, finalement. Pouvoir réussir à se recentrer. Exactement. Voilà. Donc c'est exactement ça. Moi, je travaille de la même manière et j'étais encore en train d'acquiescer depuis tout à l'heure, mais mais c'est ça, quoi. Et finalement, en fait, en plus de la dispersion, quelles sont peut-être un petit peu on va dire 2-3 erreurs fréquentes que tu observes un petit peu chez ces dirigeantes que tu accompagnes aujourd'hui et comment aujourd'hui The Focus permet vraiment de les corriger concrètement? Alors c'est les plus fréquentes, ça va revenir. Elles veulent parler à tout le monde. Elles veulent donc vendre à tout le monde. Et la pire pour moi, c'est la troisième. Après, elles sont pas exhaustives évidemment, mais elles veulent être validées par tout le monde. Ouais. Ça, c'est un truc. Après, non, la connaissance de soi et tout ça. Je suis désolée, mais je comprends en tant qu'être humain, on est dans une société, on est des êtres, des animaux sociaux, on veut plaire aux gens, on veut être en bonne harmonie idéale avec les personnes. Bon, à la vie comme au business, je suis désolée, on ne peut pas être validé. Déjà, on ne fait jamais l'unanimité, pour commencer. On ne peut pas être validé par tout le monde parce que vouloir le faire, c'est vouloir adapter, son offre en fonction de la personne, de l'entreprise qu'on a en face de soi. Et ce n'est pas viable, quoi. Enfin, c'est pas possible de faire ça. Il faut accepter qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec vos prix, avec vos tarifs, vont vous trouver trop cher, vont vous trouver, je sais pas, ou peut-être même pas assez cher, je ne sais rien, vont vous trouver, trop X, trop Y, on s'en fout. On ne peut pas être validé par tout le monde, c'est pas possible. Chercher ça, c'est une chimère, quoi. C'est utopique, et cette énergie qu'on met à vouloir être validé, donc son produit, soit validé, limite qu'on n'accepte pas qu'il soit critiqué ou qu'on nous dise un non, on le vit mal. Mais moi, les noms, je trouve que la personne me fait une fleur. Ah ouais. Elle me fait une fleur. Elle laisse la place pour la personne qui me dira oui. Exactement. Mais c'est exactement ça. Moi-même, je suis la première à dire non aux gens. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, c'est de bonne guerre, tu vois. Tu me dis non, tu vois pas en moi la personne qui peut t'aider à machin. C'est ok. En tout cas, c'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. On est 8 milliards sur Terre. Ce n'est pas la guerre. Donc, ça peut être, parce que je parle de mon cœur de cible, moi, je le connais très bien, mon cœur de cible. Maintenant, au-delà de l'aspect budgétaire, au-delà de l'aspect, je réponds effectivement à ton offre, enfin, en tout cas, à ta douleur, à ton besoin.
il y a aussi l'aspect humain. Exact. Moi, je suis dans un métier d'accompagnement. J'adore faire ça. Bon, je suis pas coach, je vais pas te le dire, même si on va coach sur moi, bon, je vais peut-être finir par... c'est ce que j'allais dire. J'en sais rien. Mais en fait, moi, c'est juste parce que je sais qui je suis et la présence de toi me fait parler comme ça. Mais moi, je suis plutôt la femme avec qui vous allez être dans l'action. Je vais pas être celle qui va venir te convaincre, Vanessa, d'y aller, quoi. Te convaincre que tu sais, Vanessa, tu dois pas attendre la validation des autres. Tu sais, Vanessa, non. Moi, vraiment, non. Moi, je suis la petite mère fouettable, bienveillante. Moi, je suis celle qui arrive au moment où tu sais toi-même où est-ce que tu veux aller. Enfin, en tout cas, ce que tu veux atteindre comme objectif. C'est ça. Tu sais pas trop par où commencer en termes d'action commerciale. Et tu me dis, Linda, je veux atteindre la lune. Tu sais quoi? Je te dis, on y va. On y va, on va créer le chemin, là. Si on part en fusée, si on part, on sait rien, en catamaran, qui va voler dans le ciel, on s'en fout. Moi, je suis cette femme-là, en fait. Et avec l'expérience, avec bientôt 16 ans que je fais ça, j'étais dans le domaine du luxe, et de l'IT pendant longtemps. En fait, il faut pas attendre la validation et que c'est beaucoup plus simple. De se dire de la même manière je dis non aux personnes, d'accepter aussi que les gens me disent non, quoi. Exactement. C'est le banc de guerre pour moi, je trouve. Exactement. Mais aujourd'hui, finalement, dans les clientes que tu accompagnes et que tu as accompagnées, quels ont été un petit peu les résultats que tu as vus, les résultats peut-être qui t'ont le plus marqué, voir un petit peu comment elles se sont clairement épanouies par la suite, j'imagine. En fait, j'ai eu tellement de messages vocaux, de mails. J'en ai partagé quelques-uns sur LinkedIn et surtout sur le site. Mais il y en a qui sont tellement, ça me titille un peu parce que finalement, on travaille 3 mois ensemble, 2 heures par semaine minimum, sans compter les appels WhatsApp et les messages WhatsApp qu'on s'envoie. Donc, on crée forcément du lien et c'est là où je fais une petite parenthèse encore sur la validation. C'est qu'il faut valider la personne avec qui tu travailles, donc la cliente, parce que on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, si d'un point de vue humain, ça ne matche pas, mes compétences, c'est bien, mais si humainement, mon énergie, ma voix, ma tête ne te passe pas, enfin, tu vas pas vouloir payer 3000 balles par mois. Enfin, en total, c'est 9000 balles pour les 3 mois. Et passer autant d'heures par semaine avec moi si ma voix et ma tête ne passent pas parce que tu veux mes compétences, ça n'a pas de sens. Et donc moi, ce que j'ai vu, ce qui m'a le plus marqué, et ça je l'ai pas partagé parce que je trouve que c'est intime, c'est le côté où elle voit à quel point en fait elles se sont mises des barrières elles-mêmes sans le savoir. Il y en a une en date, c'était fou parce que elle a une expertise de dingue. Mais quand je te dis de dingue, dans la cybersécurité, quoi, une des pionnières, la meuf, tu la vois partout, mais vraiment partout. Elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Clairement, elle savait que son cœur de cible, c'était les big boss et CEO de grandes banques. Et elle passait par des personnes qui sont pas forcément celles qui ont la décision finale. Parce que je sais pas si c'est un syndrome d'imposteur, j'en sais rien, je pense pas, mais elle se disait, mais ces CEO là, qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je suis une jeune, ils vont pas m'écouter, je leur envoie un mail, mais qu'est-ce que je vais leur dire? On a retravaillé d'un point de vue opérationnel sur le type de sujet qu'on allait aborder avec eux, sur le type de mail qu'on allait leur envoyer, sur le rendez-vous qu'on allait leur donner, parce que Linda était une tarée. Les rendez-vous au big boss de Freelance First ou de EcoBank, parce qu'elle est aussi beaucoup en Afrique. Moi, elle est plus jeune que moi. Je dis, on s'en fout de la jeunesse. T'as une expertise de dingue et c'est eux qui doivent se bousculer limite pour prendre rendez-vous avec toi. Et elle me dit, écoute, de toute façon, après, c'est quelqu'un de très, très, elle a très confiance en elle a une foi aussi incroyable. Et on se dit, tu sais quoi? Au pire, qu'est-ce qu'on loupe? Enfin, qu'est-ce qu'on dit? Ils nous disent non, on leur envoie le mail. Et quand on envoyait le mail et qu'on a vu en temps réel, parce que moi je les forme pour des outils de marketing automation qui permettent en temps réel de voir qui a ouvert ton mail, qui a cliqué, qui a allé voir machin. Et quand elle a vu que le monsieur dont on est parti prendre les adresses mail, c'était parti de mon métier aussi, de ce CEO de cette banque-là, on lui envoyait le mail à 11h57.